Et on plonge encore un peu plus dans le concret. Maxime, vous l'avez déjà évoqué, mais dans quelle mesure aujourd'hui est-ce que vous dépendez encore des matières neuves? Alors, c'est une très bonne question. Ça m'amène à expliquer un petit peu un des modèles, une des déclinaisons du réemploi qui est celle que nous on mène tous les jours, qui est la remanufacture. La remanufacture, en quoi ça consiste? Ça consiste à fabriquer des produits neufs, c'est-à-dire qui ont tous les atours du neuf, qui répondent aux standards du neuf, qui Oui. sont certifiés selon les normes en vigueur pour le neuf, mais avec des composants de seconde vie. Et donc, pour pouvoir faire ça, en général, on a besoin de se focaliser sur un ou quelques composants en particulier que l'on va pouvoir qualifier de manière très précise, dont on va pouvoir garantir la performance de manière très précise. Et tout le reste, c'est du neuf qu'on va sourcer chez des fournisseurs comme n'importe quel industriel de l'économie linéaire. Et donc, on va avoir quelque part un mix entre des composants neufs et des composants de seconde vie. Donc, appliqué à la batterie, nous, ce qu'on réutilise, ce sont les cellules. Les cellules lithium, ce sont les composants de base des batteries. Donc, rapidement, une batterie, qu'est-ce que c'est? C'est un système dans lequel vous avez une carte électronique, ce qu'on appelle un BMS, un Battery Management System, qui est le cerveau de la batterie, si vous voulez. Vous avez plein de composants secondaires, du nickel, des connectiques, de l'aluminium, du plastique, etc. Et vous avez les cellules. Et les cellules, elles pèsent à elles seules 80% du coût de revient de la batterie. Et plus de 80% de leur empreinte environnementale. Et donc, en se concentrant uniquement sur ce composant, Oui. nous, on arrive à avoir un impact qui est déjà conséquent. Et surtout, on arrive aussi à avoir quelque chose d'industrialisable. Parce que les cellules, alors autant les batteries, une batterie par exemple d'aspirateur, une batterie de voiture, une batterie de vélo, vous allez me dire c'est très différent. Mais à l'intérieur, il y a des cellules qui sont toutes faites pareil. Et donc, ça devient très, très standardisé Oui, et donc très industrialisable. Voilà. à plein de... Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on désassemble les batteries pour récupérer ces cellules, on les teste, et ensuite, on vient les réassembler en ajoutant des composants neufs. Donc, la carte électronique est neuve, les connectiques sont neuves, le casing, donc l'enveloppe externe est neuf. Et on fait ça selon un process ISO 9001, tout ce qu'il y a de plus standardisé, qualitatif, etc. etc. L'enjeu, c'est comment est-ce que de plus en plus on va réussir à incorporer des composants de seconde vie additionnels entre guillemets dans la BOM, donc dans la bill of material du produit. Typiquement, nous, ce qu'on aimerait bien faire dans un avenir relativement proche, c'est utiliser des cellules des cartes électroniques de seconde vie, réutiliser les cartes électroniques pour fabriquer des batteries qu'on remettrait sur le marché. Voilà. Très bien. Émilie, j'avais une question sur la qualité, parce que c'est souvent ce qui interroge le consommateur dans le réemploi. Comment est-ce que vous faites pour maintenir la qualité de vos produits? Alors, nous, notre activité consiste à venir collecter les textiles qui ont été triés et donnés par le consommateur, qu'il ne souhaite plus porter, soit parce que c'est trop grand, c'est trop petit, c'est usé, c'est plus beau, c'est ci, c'est ça. On vient donc les collecter et ensuite on vient les valoriser. Quand on dit valoriser, ça veut dire que notre savoir-faire consiste à identifier si le vêtement peut être encore reporté, et donc on appelle ça le réemploi, ou si il est abîmé, troué, trop taché, et donc il vient servir une filière du recyclage. Aujourd'hui, on est globalement à 50-50. Lorsqu'on identifie qu'il est encore de qualité, on va le revendre pour son usage de vêtements, donc soit en France, soit à l'étranger. Donc on a notamment des magasins en France, les boutiques du Relais, ou l'entièreté du réseau Emmaüs pour les points de vente. On peut ensuite le vendre à l'exportation à des grossistes qui vont venir eux-mêmes retrier, puis ensuite revendre. Et sur les filières de recyclage, là, on a des cahiers des charges plutôt liés aux matières, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on a les matières synthétiques, donc issues du plastique, le polyester, sachant qu'aujourd'hui, 70% des vêtements qui sont mis sur le marché, c'est du polyester au niveau mondial. Donc, l'enjeu du recyclage, il est là. C'est comment on arrive à transformer un vêtement en polyester demain. Et les matières naturelles, le coton, la laine ou le coton
a des capacités d'absorption et acoustique, donc souvent c'est transformé par effilochage de la fibre pour en faire de l'isolant. Et ça, c'est un produit qui existe déjà en France. Donc on n'intervient pas, nous, sur est-ce qu'on transforme la qualité, c'est finalement comment on adapte notre modèle économique à la qualité que l'on reçoit et comment on va chercher un maximum sur le réemploi, parce que c'est aujourd'hui, entre le réemploi et le recyclage, le réemploi, c'est la partie rémunératrice de l'activité. Le recyclage ne l'est pas encore. Donc on a tout intérêt à ce que ça le devienne, tout en gardant en tête que la priorité environnementale reste le réemploi et la priorité, économique, dynamique d'emploi sur le territoire reste aussi le réemploi. Malgré tout, on a absolument besoin de trouver des débouchés au recyclage, soit ce qu'on appelle en boucle ouverte ou en boucle fermée. Boucle fermée, ça veut dire que ça va devenir une nouvelle source d'approvisionnement pour refaire du textile, ou en boucle ouverte pour un autre usage. Et aujourd'hui, les textiles étant produits en Asie, c'est la même chose que les batteries. C'est qu'on achète des textiles d'Asie, on les consomme en France, on essaye de les consommer pour certains le plus longtemps possible, mais en ce moment c'est quand même de plus en plus court. Et puis ensuite, le recyclage les fait repartir vers l'Asie. Célia, vous voyez beaucoup de cas concrets dans différentes filières. Maxime parlait tout à l'heure du réemploi des cellules. Si je le... C'est tout à fait voilà, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça qui pourraient illustrer une forme de réemploi qui pourrait être standardisé, décliné d'un secteur à un autre, d'un produit à un autre? L'emballage, forcément, qui est aujourd'hui à la croisée de tous les secteurs, puisque c'est le produit qui côtoie tous les secteurs. Les palettes qu'on connaît tous dans le transport logistique sont aujourd'hui un standard utilisé déjà depuis de nombreuses années. On voit aussi le réemploi des emballages arriver dans le secteur des emballages de la logistique professionnelle, pour venir remplacer, par exemple, des caisses en polystyrène, du carton jetable. Donc, on a des caisses en plastique standardisées qui permettent, du coup, de faire la navette entre un professionnel et un autre. Et quand on utilise aussi ces caisses-là, on permet d'optimiser la logistique. On peut gagner jusqu'à 20% de gains en manutention, en place dans les camions, etc. Donc on a aujourd'hui un bel exemple d'avenir. Et puis aussi sur les emballages ménagers, les emballages de consommation, le secteur hôtellerie-restauration n'a jamais abandonné le réemploi de ces emballages. Quand vous commandez au restaurant une eau en bouteille en verre ou un soda dans une bouteille en verre, la marque ne jette pas, ne casse pas cette bouteille, elle la récupère. Elle la lave en interne et elle reconditionne son produit dedans. Donc on a aujourd'hui tous ces exemples-là. Ce qu'on peut par contre effectivement observer, c'est que on ne gagnera pas la bataille de la décarbonation, la bataille des ressources uniquement en pensant à chaque fois qu'il faut continuer à produire du neuf ou à recycler. Plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial proviennent de la phase d'extraction et de la phase de production. Donc on peut facilement diminuer par 2 ces émissions-là à partir du moment où on conserve le plus longtemps possible ce qu'on a produit. Pourquoi détruire prématurément quelque chose qui vient d'être fabriqué et qui peut être utilisé plusieurs fois? Dans le numérique, c'est très vrai. Nous, on a beaucoup regardé la chaîne de valeur dans notre métier d'entreprise de services numériques. Et aujourd'hui, l'empreinte carbone, l'empreinte ressources, la pression que l'on fait exercer sur les ressources naturelles par nos activités, même très indirectement, à 70-75%, c'est lié à la nécessité d'extraire des minerais, des terres rares pour fabriquer à la fois des équipements, alors des smartphones, des ordi, mais aussi tous les réseaux qui font tourner Internet, du coup nos services, nos logiciels. Et en fait, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que, c'est conçu de telle sorte que c'est impossible de séparer les éléments. Ou alors, il faut des coûts gigantesques, énergétiques pour chauffer les matières. Il faut des produits très toxiques pour les séparer. Et parfois, on parle de l'or ou de minerais de terres rares extrêmement précieux en plus. Donc, ça devient très étonnant finalement d'une certaine manière d'un point de vue de filière.
Du coup, le réemploi, ou en tout cas la réflexion sur comment on peut réutiliser des équipements, par exemple chez nous, ça devient hyper intéressant parce que on est moins dépendant de coûts qui commencent à exploser aussi dans ces domaines-là. On est moins exposé au risque, par exemple, sur des composants comme les cartes, toute la puissance de calcul qui en ce moment est absorbée par l'IA générative et qui fait que nous, pour acheter ne serait-ce que des ordinateurs, parfois on a des coûts qui augmentent énormément. Il y a des pénuries de RAM en ce moment. Ça a pas mal tourné l'information avec Nvidia qui achète tout ce qu'il peut pour développer de la puissance. Et donc, en fait, le réemploi, donc, ça devient de la souveraineté, comme le disait Maxime. Ça devient une capacité à être mieux économiquement aussi. La difficulté qu'on a, c'est que aujourd'hui, la filière, en tout cas en France, par exemple, n'est pas assez structurée. Donc, on essaye plusieurs partenariats. On n'a pas encore, je pense, trouvé la bonne voilure, mais il y a déjà beaucoup d'acteurs, en tout cas sur le territoire, qui essaient de créer des filières de reconditionnement et d'avoir une offre par exemple, d'ordinateurs reconditionnés avec des parcs assez importants pour répondre à la demande des entreprises. C'est déjà un quart des ventes en France se font au niveau de la téléphonie, par du reconditionné. Alors tout n'est pas forcément fait ici. Dans les exemples, on a aussi le bâtiment, évidemment, que je pourrais citer. Le réemploi dans le secteur du bâtiment, un premier secteur en termes de poids des déchets. On va parler de déconstruction d'un chantier. On aura un bel exemple 19-20 mai au Salon Reuse Economy Expo d'un village entier avec plusieurs entreprises qui travaillent dans ce secteur-là du bâtiment avec des solutions de réemploi, reconditionnement. Mais on l'a aussi dans le secteur de l'aéronautique, des équipements, des machines, les réseaux ferrés, le câble aussi. Les secteurs des câbles commencent à regarder de près puisqu'on voit que ça coûte de plus en plus cher. Donc de pouvoir reconditionner du câble plutôt que de l'envoyer prématurément en bourraya. Donc ça touche vraiment tous les secteurs. Le point essentiel, je pense que si on peut retenir de cette conversation, c'est les ressources. Maxime l'a dit, on les a pratiquement pas dans nos sous-sols en France ou en Europe. Ce qu'il faut pouvoir, c'est considérer que les ressources, on les a déjà en fait dans les produits qu'on a fabriqués, dans les équipements, dans les matériaux, dans les machines qui sont sur le sol, donc pas sous le sol, mais sur le sol en Europe. Et donc que le réemploi doit devenir aujourd'hui une ressource comme les autres, au même titre que l'extraction, que l'importation, que le recyclage. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on peut donner un texte qui vient de sortir au niveau européen au mois de mars, l'Industrial Accelerator Act, qui est là pour pouvoir justement permettre à l'Europe d'être plus résiliente, de venir réindustrialiser sur son sol, tout en décarbonant, etc., etc. Quand on regarde ce texte-là, il est pris encore une fois avec les deux et mêmes prismes. Ok, il faut réimporter, fabriquer du neuf, ou il faut recycler. Mais alors, toutes les activités qui sont au milieu sont complètement ignorées, alors qu'en fait, elles vont permettre évidemment de pouvoir décarboner, de réindustrialiser, d'avoir de la main-d'œuvre sur notre sol et de pouvoir augmenter notre résilience. Donc en fait, on a, avec la Reuse Economy, une réponse à apporter à tous ces enjeux actuels. Encore faut-il qu'on en ait conscience et qu'on puisse activer. Et nous, c'est ça qu'on dit. On a les solutions, on a les acteurs, on a des modèles qui fonctionnent et on a des débuts de modèles. Maintenant, il faut absolument accélérer, connecter. C'est pour ça qu'on a écrit cette publication. Les 10 leviers, on en parlait, l'éco-conception, c'est le levier numéro 2. Changer le logiciel, c'est le levier numéro 1. Et donc, c'est pour ça aussi, à côté de la publication, qu'on a créé un grand rendez-vous européen qui est unique au niveau mondial. On n'a pas d'autres pays que le nôtre qui s'est organisé pour. C'est connecter ces solutions, les apporteurs, les entreprises qui offrent des solutions, avec les entreprises, les collectivités, les institutions qui doivent transformer leur modèle, connecter en fait ces deux mondes pendant 2 jours, les 19-20 mai à Paris, et faire en sorte qu'on puisse véritablement transformer pour ceux qui nous regardent, Porte de Versailles, à Paris, pouvoir connecter enfin des solutions opérationnelles qui existent avec des entreprises, des collectivités qui doivent transformer leur modèle et en même temps pouvoir partager toutes les connaissances puisqu'on va avoir plus de 80 conférences et masterclass et plus de 500 solutions opérationnelles qui seront exposées dans 6 secteurs d'activité. Je pense que... Ah oui, je voyais que Maxime... Pardon, allez-y, je vous en prie. Je pense que la connexion, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer fortement, d'une part parce que les niveaux de maturité sur le réemploi ne sont pas du tout les mêmes sur les activités.
Il y a ceux qui démarrent, les anciens, etc. Mais c'est surtout qu'il y a une notion qui semble assez facilitante, opérationnelle dans la mise en œuvre. Alors bon, je rajoute quand même des guillemets parce que quand même. Mais par rapport au recyclage, il y a une capacité à agir qui peut être mise en place beaucoup plus rapidement et ensuite faire effet d'échelle et grandir. Mais en tout cas, en s'appuyant sur des acteurs qui sont assez anciens et pour qui ça a fonctionné sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas avec cette expérience de la logistique, de la collecte, parce que ce qui se passe avec le consommateur par rapport à l'exemple que tu donnais sur les palettes, quand on passe du réemploi en entreprise, mais du réemploi au consommateur, il y a cette notion de diffus et de collecte qui coûte extrêmement cher. Et ça, on est un certain nombre à avoir cette expérience et pouvoir dire, voilà ce qu'on a à partager en retour pour venir faire force plus vite, parce que ça coûte extrêmement cher, notamment en ce moment avec nos coûts de gasoil. J'ai des dizaines de remarques, je vais essayer d'être concis, mais la première, c'est moi j'entends beaucoup un champ lexical aujourd'hui autour du retard à rattraper. En Europe, on parle beaucoup du retard qu'on a accumulé par rapport à l'industrie chinoise, US, etc. Il y en a quand même, il y a un domaine où on est plutôt en avance, c'est l'économie circulaire. Et du coup, il faut s'attacher à rattraper notre retard là où on en a, mais il faut aussi s'attacher à préserver notre avance là où on l'a construite. Et donc, ça, c'est en continuant à financer, en continuant à adapter les schémas opérationnels, etc. Des modèles qui, aujourd'hui, ont fait leurs preuves. Je parlais de certaines initiatives tout à l'heure qui ont démontré la rentabilité. Donc, voilà, première remarque. La deuxième remarque, c'est que j'aimerais bien déconstruire quelque chose qui est souvent, un amalgame qui est souvent présent dans la tête, je pense, du consommateur, que ce soit niveau B2C ou B2B, par rapport au reconditionné. Souvent, on associe le reconditionné à une perte de performance par rapport au neuf. Ce qui est le cas dans certains cas de figure, et c'est OK. Parce que la contrepartie de ça, c'est un prix à la baisse. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des propositions de valeur, on va dire, moins onéreuses, quitte à ce qu'il y ait moins de performance ou moins de durabilité, etc. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'économie circulaire, le réemploi, ça peut être plein de choses différentes. Donc, je reparle de la remanufacture. La remanufacture, ça consiste à faire du neuf, avec des standards de neuf, avec des niveaux de garantie équivalents au neuf, en utilisant des composants de seconde vie. Donc c'est une qualité équivalente, la remanufacture. Exactement. Alors, et on va se demander, je reprends l'exemple des batteries, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible de faire du neuf ou de la performance équivalente au neuf avec de la seconde vie ? Tout simplement en redirigeant, je reprends les cellules, une cellule qui a perdu de la capacité de stockage, donc qui n'est plus suffisamment performante pour son application de première vie, en la redirigeant vers une application de seconde vie qui est moins exigeante en termes de performance. Donc, si on prend un cas concret, la batterie de votre smartphone qui, au bout de quelques années, ne va plus avoir suffisamment de capacité de stockage pour vous garantir l'autonomie requise, c'est-à-dire votre smartphone fonctionne toute la journée, elle n'est pas morte au moment où vous allez vouloir la remplacer. Simplement, vous n'avez plus de batterie à 17h. Bon, c'est un problème parce que vous voulez avoir de la batterie jusqu'à 22h. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous changez votre smartphone. Et aujourd'hui, cette batterie, elle a tendance à aller au recyclage, donc quand même une forme de destruction. Mais en fait, on peut la réutiliser dans tout un tas d'usages, par exemple dans un terminal de paiement électronique où l'autonomie recherchée est plutôt de l'ordre de 2 heures, 3 heures. Donc vous allez passer d'un niveau de performance résiduelle qui est de l'ordre de 80-90% à un niveau de performance comparé au neuf qui est de 140%. Avec un facteur forme qui est le même et avec un prix de vente qui est compétitif par rapport au prix de vente neuf chinois. Désolé de citer les Chinois, je focalise sur eux, mais 8 batteries sur 10 qui sont mises sur le marché européen aujourd'hui ont été assemblées en Chine. C'est pour ça que et donc, voilà, et là, vous avez une proposition de valeur qui est quand même très forte parce que vous avez de la performance équivalente au neuf. Vous avez un prix de vente qui est compétitif. Quand je dis compétitif, c'est entre 10% moins cher, 10% plus cher en fonction des applications. Vous avez résilience de la chaîne d'approvisionnement pour votre client. Et vous avez un impact environnemental qui est bien réduit. Vous mettez tout ça bout à bout,
c'est quoi les raisons de ne pas vous acheter des batteries. Ce qui explique qu'aujourd'hui, nous, on connaît une très très forte croissance commerciale avec des grands groupes industriels dans tout un tas de champs applicatifs. Parce que c'est exactement ce qu'ils recherchent en fait. Si je l'applique à l'échelle d'une seule et même organisation, ce principe-là, nous là par exemple donc sur les ordinateurs, avant on achetait des PC pour les développeurs qui étaient des grosses machines de 3 kilos hyper puissantes, mais qui du coup ne convenaient à personne d'autre et qui terminaient leur vie comme ça. Maintenant on trouve un meilleur équilibre avec des PC toujours puissants mais beaucoup plus compacts parce que derrière on pourra les passer à des consultants qui ont peut-être des besoins de puissance moins importants. Du coup le PC va connaître 2 cycles de vie chez nous et après il connaîtra peut-être même un 3e cycle de vie si c'est un équipement de qualité parce qu'il pourrait être réutilisé dans d'autres organisations. En fait, ce principe, cet état d'esprit de l'économie, de la reuse, on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi. Nous, on se met même à essayer de l'appliquer dans le domaine de l'ingénierie intellectuelle, parce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser ailleurs, on peut gagner du temps. Donc, c'est un potentiel d'innovation formidable à bien des niveaux, que ce soit là sur les flux matières, sur les offres commerciales et même sur nos opérations internes où on devient de plus en plus efficace grâce à ça. Célia, vous vouliez ajouter quelque chose et ce sera le mot de la fin pour cette séquence. C'est une réorganisation en fait de la manière dont on fonctionne, des règles du jeu, pour déplacer la valeur du volume sur l'usage. Je disais pourquoi on n'achèterait pas la batterie, parce qu'en fait il y en a qui veulent vendre beaucoup de batteries en amont, alors que là on dit on en fabriquera peut-être moins parce qu'elles dureront plus longtemps. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut changer. Mais d'où encore une fois, un canevas, un cadre opérationnel et stratégique avec vraiment les 10 conditions essentielles pour que cette reuse économie puisse vraiment véritablement passer à l'échelle. Merci à tous les 4. On passe à notre dernière séquence, le pari d'avenir.